Voilà, alors allons-y sans plus tarder avec le début de la session 3, Changement climatique et gestion des catastrophes. Premier thème, méconnaissance foncière en Haïti, une entrave majeure à la reconstruction après le séisme de 2010. Et je vous invite à accueillir M. Edmond Mulet. Monsieur Mulet, je vous en prie. Monsieur Mulet, qui est secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations unies et ancien chef de la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, où il a été déployé au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. Et il a conduit à ce moment-là les efforts de l'Organisation des Nations unies pour le redressement du pays et l'aide humanitaire à la reconstruction et à la tenue d'élections présidentielles. Auparavant, M. Mulet, qui est guatémaltèque d'origine, a servi son pays en tant que diplomate et législateur après avoir été ambassadeur auprès de l'Union européenne et aux États-Unis. C'est donc un grand honneur pour nous de recevoir M. Mulet aujourd'hui. Monsieur, je vous en prie. Madame et Messieurs les coprésidents, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de cette opportunité de présenter dans son forum distingué les défis auxquels Haïti fait face en matière de la gestion du territoire pour reconstruire le pays après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les faiblesses institutionnelles dans la gestion et l'enregistrement de la propriété foncière en Haïti ont été exposés par le tremblement de terre et ont entravé la difficulté de récupération et par la suite de reconstruction qui a suivi cette tragédie humaine. Aujourd'hui, je vais brièvement exposer quelles sont ces faiblesses et quel a été leur impact sur les efforts de récupération et reconstruction menés par la communauté internationale. En guise de conclusion, j'aborderai la question de la volonté politique ou de l'absence de volonté politique dans ce domaine qui, à mon avis, est clé pour avancer dans ce sens. Dans ma présentation aussi, je puiserai sur mon expérience en tant qu'ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti. J'avais été premièrement déployé en 2006-2007 et je suis rentré à New York. Et le jour après le tremblement de terre, le 13 janvier 2010, je suis retourné en Haïti parce que mon successeur, le chef de la mission, et 102 de mes collègues avaient décédé le jour avant. Alors moi, je connaissais le pays, je connaissais la mission, et le secrétaire général m'a demandé de rentrer en Haïti. Alors je vais illustrer mes propos avec les expériences et les difficultés vécues par la mission des Nations unies en Haïti, la MINUSTAH, et aussi par le système des Nations unies en général lors de cette période post-séisme. Le tremblement de terre du 12 janvier, d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter, avec son épicentre à peine 25 km de la capitale, a tué environ 220 000 personnes. Ce séisme est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de notre temps. Un tiers des employés publics, 5 000 étudiants d'université, 500 professeurs d'université ont péri durant le séisme. Un seul bâtiment des 11 ministères a résisté. Le Palais national, la cathédrale, la plupart des églises, des écoles, des hôpitaux, la Cour suprême de justice, le Parlement, la Direction générale des impôts, des quartiers entiers de Port-au-Prince et des villes avoisinantes ont été détruits. Il n'existe pas de chiffre pour le nombre de bâtiments collapsés, mais je dirais que plus d'un tiers de la capitale a été détruit. Suite à cet événement dévastateur, le besoin de reconstruire le pays sur des nouvelles bases s'imposait. Et tel que l'indique le nom de cette conférence, il s'agissait de revoir notre monde et de le refonder dans tous ses aspects, y compris en termes de gestion du territoire. Le système de gestion du territoire haïtien n'a jamais été au centre des priorités politiques. Il bénéficie de peu de moyens et c'est un système complexe et obscur dont les mécanismes ne sont pas bien définis. En effet, une multiplicité d'acteurs, étatiques et non étatiques,
dont la Direction générale des impôts, le Centre national d'information géospatiale, l'Office national du cadastre ONACA et les arpenteurs et les notaires sont en charge d'enregistrer et légaliser la propriété foncière. Tous ces acteurs jouent un rôle, mais leurs efforts ne sont ni concertés ni coordonnés, ce qui nourrit le manque de clarté sur la propriété foncière. De plus, ces bureaux répondent à 3 ministères différents, ce qui accentue la fragmentation et le manque de coordination. L'Office national du cadastre existe depuis 1984, l'ONACA, qui est une pièce centrale à la gestion du foncier, mais n'a jamais eu un budget suffisant, ni jamais compté sur un personnel formé et une technologie mise à jour. Au moment du séisme, c'est-à-dire 26 années après sa création, à peine 5% du territoire national avait été enregistré par le cadastre. En absence d'un bureau de cadastre autonome qui puisse offrir des cartes cadastrales modernes avec des références spatiales mises à jour, ce sont les arpenteurs et les notaires qui valident les données géomatiques des propriétés et certifient les titres fonciers. Les notaires analysent et vérifient un titre de propriété existant, ainsi que l'identité du propriétaire en utilisant un système coutumier et oral ad hoc. Le titre foncier est par la suite vérifié par un arpenteur et envoyé à la Direction générale des impôts qui l'officialise. Un tel système favorise la duplication des titres et les fraudes. Il n'existe pas de système efficace, rapide et transparent de résolution des conflits fonciers. Le système de justice en Haïti, comme vous le savez, est presque non existant. Il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de magistrats qui puissent s'occuper des différends sur l'aspect foncier. Alors, les possibilités de recours sont lentes et vulnérables au réseau clientéliste. L'absence d'un cadre légal qui puisse absorber et réguler les pratiques coutumières exacerbe la prévalence de l'informalité. La mission de maintien de la paix en Haïti, la MINUSTAH, qui avait déjà été déployée depuis quelques années avec ses casques bleus, sur les 10 départements, les 10 provinces en Haïti, devait construire naturellement des bases, des bureaux pour les militaires, pour nos bases logistiques et les bureaux administratifs civils. Alors on avait vraiment besoin de terrain, ça depuis l'installation de la mission en 2004. Alors on identifiait le site nécessaire, on consultait avec le maire et les autorités locales, on identifiait le propriétaire présumé du terrain sur lequel on avait un intérêt. Il y avait les autorités locales qui certifiaient tout cela. Et alors on signait un contrat de location avec les propriétaires pour commencer à construire nos bases. Le 100% des cas, dans tous les cas, dès que les bulldozers ou les tracteurs arrivaient sur le terrain pour préparer la construction de nos bâtiments, alors il y avait un deuxième propriétaire qui se présentait, un troisième, un quatrième, un cinquième, et tous avec des titres. Tous avec des titres légaux, certifiés, enfin tout vraiment très officiel. Alors cela vraiment a compliqué parce qu'ils avaient tous des titres légitimes. Et tous réclamaient que le contrat soit signé avec eux et pas avec les autres. Et pour illustrer cette situation chaotique, l'ancien président René Préval aurait déclaré que si l'on essayait d'assembler tous les titres de propriété authentiques en Haïti, on aurait un pays plus grand que le Texas. Alors, face à la magnitude de la catastrophe de janvier 2010, de nombreux acteurs se sont mobilisés pour mettre le cadastre au centre de la discussion. Il était clair que relocaliser les camps, de déplacer et reconstruire la ville impliquait l'établissement d'un plan de gestion du territoire durable. L'Organisation des États américains, l'OEA, avait préparé un projet pour moderniser le cadastre. Toutefois, il n'y a pas eu de suite par manque de financement. Et en plus, le directeur de l'ONACA a été assassiné.
De même, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, très active dans les camps de déplacés, a également identifié comme prioritaire la question du cadastre afin de relocaliser les déplacés. Et moi-même, en tant que représentant spécial du secrétaire général en Haïti, j'ai personnellement prôné l'importance de s'attaquer à la gestion du territoire et au renforcement du cadastre pour reconstruire sur de bonnes bases. Naturellement, les énormes camps de déplacés à l'intérieur et en dehors de la ville ont mis une énorme pression sur l'immobilier. L'Organisation internationale pour les migrations avait recensé que dans les mois après le séisme, il y avait à peu près 1,5 million de déplacés internes. Les acteurs internationaux, dont les Nations unies, ont fait face à des obstacles significatifs liés à la gestion du territoire dans leurs efforts pour reloger les déplacés. Parmi ces défis étaient le manque d'informations sur la propriété des terres, les revendications conflictuelles sur la propriété, le refus par les propriétaires de permettre aux organisations de construire des logements temporaires sur leur terrain et enfin l'absence de terres publiques disponibles pour la construction de logements. À partir de ce constat, les organisations internationales et non gouvernementales qui cherchaient à construire des logements temporaires ont dû se munir d'équipes légales pour y trouver des solutions. Certaines organisations ont même pris le risque de construire malgré les incertitudes juridiques et dans d'autres cas, les organisations se sont vues impliquées dans des histoires rocambolesques pour occuper des terrains. Ceci m'amène au deuxième point. Beaucoup de camps, surtout les plus petits, ont été construits de façon spontanée. Les gens se trouvaient dans une tente et l'installaient là où ils pouvaient. Plusieurs de ces camps logeaient sur des terrains privés. Sur la photo, vous avez le Pétionville Country Club qui a été occupé par les déplacés sans aucune organisation. C'était vraiment de façon très, très spontanée. Beaucoup de ces camps, comme je disais, logeaient sur des petits terrains privés et de ce fait, les évictions forcées étaient monnaie courante et souvent teintées de violence. Sur des parcs, sur des propriétés privées, sur des jardins. Et alors, la police nationale haïtienne, parfois appuyée par les forces de la MINUSTAH, est intervenue à maintes reprises pour éviter les dérapages. Les mairies des communes centrales de la capitale, de Delmas et Pétionville, se sont également engagées dans l'éviction forcée de déplacés lorsque leur présence est devenue encombrante et critiquée par une certaine opinion publique. L'opinion publique de ceux qui n'avaient pas perdu leur maison, naturellement. Un troisième domaine dans lequel la faiblesse institutionnelle en matière de gestion de territoire a eu un impact lors de la reconstruction dans l'immédiat après le séisme, mais aussi à plus long terme pour le relancement économique du pays, a été sur l'investissement étranger. En dehors de la reconstruction financée par les fonds de la communauté internationale, l'espoir d'attirer les capitaux étrangers privés pour reconstruire le pays faisait partie des plans gouvernementaux de reconstruction. Mais l'absence de sécurité juridique pour la propriété foncière a toujours paralysé les transactions foncières et entravé le développement économique et l'investissement étranger en Haïti. Lors de mon premier mandat, en tant que représentant spécial en 2006, la question de rendre le pays plus attractif à l'investissement étranger se posait déjà. Dans un pays largement dépendant du financement international, la nécessité d'attirer des capitaux étrangers pour dynamiser l'économie, pour créer des emplois, était une évidence. Le manque de sécurité juridique, notamment en matière foncière, représentait déjà un obstacle majeur pour atteindre cet objectif. Et c'est un problème qui continue à ce jour. Pour citer juste un exemple, en 2009, la construction de la route Jérémie-Lécaille, un axe routier essentiel pour décentraliser l'économie du pays, avait été confiée à une firme brésilienne de construction.
Ça, c'était en 2009. En 2013, l'entreprise dut arrêter ses travaux suite à des émeutes motivées par des titres de propriété frauduleux, des processus obscurs de transfert de terres et une bureaucratie trop lente et corrompue. Puisque l'entreprise brésilienne ne pouvait continuer à défricher les terres pour lesquelles de multiples titres de propriété étaient revendiqués et que leur sécurité était en péril en raison des émeutes, leur personnel a été évacué. Et à ce jour, le projet n'a toujours pas abouti. D'autres investissements majeurs, y compris dans l'infrastructure, ont malheureusement connu des destins similaires suite aux failles du système pour assurer la transparence et l'efficacité dans la gestion du territoire. La faiblesse du système institutionnel haïtien en matière de gestion de territoire n'est pas une question nouvelle. Vous voyez sur la photo maintenant, le secrétaire général est venu en Haïti 5 jours après le tremblement de terre et je lui montrais enfin les décombres du quartier général des Nations Unies où ont péri nos 102 collègues et amis. Alors je disais que la faiblesse du système institutionnel haïtien en matière de gestion de territoire n'est pas une question nouvelle. On peut retracer les origines conflictuelles de la tenure de la terre au manque de redistribution de la terre abandonnée par les Français après l'indépendance en 1804. Depuis, cette question continue de poser problème et, tel que mentionné par l'écrivain Sténion Vincent dans la préface de son livre « Le régime foncier en Haïti », datant de 1934, et je cite « La question de l'établissement du cadastre haïtien est intimement liée à 2 autres questions palpitantes d'actualité, celle du crédit agricole et de l'impôt foncier. Mais comment parler de crédit agricole dans l'état de quasi-anarchie foncière qui sévit encore en Haïti? Ça, c'était en 1934. Plusieurs gouvernements ont essayé, avec plus ou moins d'enthousiasme, de mettre de l'ordre dans cette quasi-anarchie foncière. La Constitution de 1987, finalement, qui marque la naissance d'un État haïtien post-dictature, a créé l'Institut national pour la réforme agraire, l'INARA, un institut qui fut négligé par l'administration du président Jean-Bertrand Aristide. Quant à lui, le gouvernement Préval se concentra sans beaucoup de succès sur la question agraire et sur le volet gestion du territoire lié à cette question spécifique. Le président Préval fit peu d'efforts pour moderniser la gestion du cadastre. Cependant, après le séisme, le plan d'action pour la récupération nationale et le développement du gouvernement signale que le manque de clarté dans les titres de propriété foncière est un obstacle majeur à l'investissement privé et décourage les crédits bancaires. Le gouvernement reconnaît ainsi l'importance de s'attaquer à ce problème. Enfin, l'actuelle administration du président Martelly a pour devise « Haiti is open for business ». Et elle a jusqu'à maintenant concentré ses efforts sur la promotion du pays pour y attirer des capitaux étrangers, et ce, avec un certain succès. Néanmoins, il est clair que sans une réforme structurelle du système de gestion du territoire, ces efforts seront vains. Qui va aller investir en Haïti pour créer des emplois sans l'existence de garanties? On ne peut pas acheter un terrain, on ne peut pas louer un terrain, on n'a pas de garantie pour nos investissements, il n'y a pas de tribunaux pour dilucider les problèmes fonciers. Alors pourquoi donc les gouvernements successifs en Haïti ne sont-ils pas attaqués à cette question pourtant si cruciale? Et je crois que c'est parce que la déconflictualisation des doubles titres, la légitimation de certains autres et l'exposition de fraude signifie ouvrir la boîte de Pandore. Dans un pays où la nomination d'un directeur de bureau électoral communal peut susciter des émeutes, on peut facilement imaginer à quel point une réforme de la gestion du territoire et une modernisation du cadastre peuvent être conflictuelles, surtout lorsqu'il s'agit de froisser les élites économiques.
Cependant, je demeure convaincu qu'un gouvernement, avec une ferme volonté politique, pourrait mettre fin à cette situation chaotique et changer les choses. Moderniser le cadastre, réformer les mécanismes institutionnels, mettre en place des mécanismes efficaces de règlement de conflits, ce sont des actions nécessaires pour fonder les bases d'une croissance économique soutenable. Comme responsable des Nations Unies pour les missions de maintien de la paix autour du monde, nous avons 17 missions de maintien de la paix, et je peux vous dire que cette situation qu'on voit en Haïti se répète un peu partout, dans les pays en conflit, là où il y a des guerres civiles, en République démocratique du Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Soudan, au Darfour, au Soudan du Sud, au Liban, un peu partout, nous sommes confrontés à cette situation. Alors ce n'est pas seulement une situation enfin, qui prévaut en Haïti, mais c'est aussi vrai pour d'autres pays en Amérique latine, comme mon propre pays, le Guatemala. Et ceci est vraiment nécessaire et indispensable. Et j'espère que cette conférence et les activités que vous avez récurrentes sur ce thème dans le passé et dans le futur vont continuer à motiver les acteurs nationaux à assumer leurs responsabilités et pour créer des conditions favorables pour le développement du pays, pour garantir la propriété privée, pour la création d'emplois, pour la stabilité politique, parce que sans des cadastres, sans un régime foncier bien établi, tout le reste n'est pas possible. Alors, merci beaucoup pour votre attention. A été un grand plaisir. Cette salle magnifique ici, dans la ville de Québec, a vraiment été très, très motivante. Et je continuerai ce matin à participer aussi, à présenter les présentations des autres conférenciers. Et un peu plus tard dans la matinée, on aura l'opportunité d'avoir une table ronde pour aussi échanger avec vous et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mullet. C'était passionnant et je pense qu'effectivement, les questions seront nombreuses. En tout cas, j'en vois plusieurs moi-même. J'ai hâte de vous entendre en dire un peu plus sur les meilleures façons de créer ces conditions et d'arriver à créer des mécanismes dans tous ces pays. Vous le dites, Haïti n'est pas le seul État où il y a une telle anarchie foncière et une telle possibilité de violence. Si on essaie de régler tout cela et d'arriver à une meilleure distribution, reconnaissance, donc, des propriétés foncières.